Le verdict est tombé. Sean Diddy Combs a été reconnu non coupable des charges les plus graves, le racket et le trafic sexuel. Ce 2 juillet 2025, dans la salle du tribunal fédéral de Manhattan, le monde a retenu son souffle. Pendant des semaines, les témoignages s'étaient succédés, les révélations s'étaient empilées et l'opinion publique s'était préparée à voir s'effondrer un empire. À la place, ce fut une claque silencieuse. Le chef d'accusation le plus redouté, celui inscrit dans le RICO Act, réservé aux grandes organisations criminelles, a été balayé. Le cœur du dossier, lui, s'est effondré. À la place, le jury a retenu 2 infractions de second plan, des délits liés au transport de personnes à des fins de prostitution. Des faits punissables, certes, mais sans commune mesure avec la prison à vie que Diddy risquait s'il avait été reconnu coupable sous le RICO. Pour ses charges secondaires, il encourt désormais un maximum de 10 ans par infraction. Mais dans les faits, avec ses ressources financières et son influence, peu de voix croient vraiment à une peine de prison ferme. Dans la salle d'audience, la stupeur s'est vite muée en colère. Les visages des plaignantes restaient impassibles. Dans la salle annexe où étaient réunis journalistes, proches et observateurs, les murmures ont laissé place à un silence pesant. Pas un applaudissement, pas une émotion visible, juste la sensation que quelque chose d'essentiel venait d'échapper au système judiciaire. Et pour cause, ce verdict soulève des questions plus lourdes qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement d'un homme reconnu coupable partiellement, il s'agit de comprendre comment, malgré la gravité des accusations, malgré la quantité de témoignages, malgré l'onde de choc médiatique, un tel dossier s'est dégonflé jusqu'à l'abandon du chef le plus important. Dès les premières audiences, certains observateurs l'avaient pressenti. Le dossier du gouvernement était fragile. L'accusation n'a reposé que sur 2 predicate actes, ces actes sous-jacents obligatoires pour enclencher une procédure RICO. 2. Le strict minimum. C'est légal, mais c'est risqué. Aucun élément financier solide. Aucun réseau criminel cartographié. Pas de lien tangible entre les événements évoqués et une entreprise structurée. Uniquement des récits isolés, des émotions fortes. Ah oui, mais juridiquement, trop peu. Pire encore, aucun co-conspirateur n'a été formellement identifié. Aucun associé, aucun membre supposé d'une structure, comme si, dans un crime de type mafieux, un homme seul suffisait à porter toute l'architecture. Et ce n'est pas tout. Les accusations n'ont mentionné aucun complice, aucun administrateur, aucune célébrité, aucun témoin influent. Les noms connus, souvent cités dans les rumeurs, ont été soigneusement évités. Tout cela donnait l'impression étrange d'un procès vidé de ses artères, comme amputé volontairement de ce qui aurait pu le rendre plus solide. Cette stratégie soulève une interrogation. Pourquoi construire un dossier aussi fragile pour un procès de cette envergure? Pourquoi ne pas avoir convoqué d'autres témoins, ni fait témoigner des figures du milieu, ni utiliser les enregistrements que l'on sait exister? Pourquoi avoir limité les poursuites à leur plus petite expression, alors que l'affaire semblait révéler bien plus qu'un simple abus de pouvoir? Tout au long du procès, une question revenait comme un écho dans la salle et sur les réseaux. Où étaient les preuves? Où étaient les images, les documents, les éléments matériels censés étayer des accusations aussi graves? Pas de vidéo alors qu'on sait que plusieurs résidences et hôtels fréquentés par Diddy étaient équipés de caméras. Pas d'enregistrement audio, malgré les confidences passées de certains proches. Pas de messages, pas d'email, pas de transfert bancaire suspect, rien ou si peu. Certes, 2 femmes ont témoigné avec courage. 2 anciennes compagnes, 2 histoires très différentes, mais 2 voix qui, seules, ont porté l'essentiel du dossier. La première, rencontrée alors qu'elle n'était encore qu'une adolescente, a raconté une emprise progressive, des violences répétées, un isolement psychologique extrême. Elle a décrit un climat de terreur intime, un quotidien de domination. Sa parole, même douloureuse, semblait structurée, cohérente, empreinte de retenue. La seconde, elle, a divisé. Ancienne partenaire aussi, mais restée proche de Diddy bien après les faits qu'elle dénonce. Elle aurait continué à bénéficier de son soutien financier, serait même retournée vers lui à plusieurs reprises. Une ambivalence qui a troublé l'opinion, certains y ont vu un signe d'incohérence, d'autres, au contraire, la preuve d'une emprise encore active, de ces liens toxiques qui dépassent la logique. Mais au final, c'est cette dualité même qui a brouillé le message. Plutôt que de révéler un système structuré, l'affaire a été réduite à un duel de récits personnels. L'accusation n'a pas su relier ses témoignages à une mécanique plus vaste
ni démontrer un schéma répétitif d'abus orchestré par un réseau. Elle s'est appuyée sur 2 trajectoires individuelles sans construire le tableau global que l'on attendait dans un procès RICO. Résultat, des histoires puissantes, mais traitées comme des cas isolés. Et face à cela, la défense n'a eu qu'à rester immobile, car c'est là un autre fait marquant de ce procès, l'attitude glaciale de l'équipe juridique de Didi. Pas un seul témoin appelé, pas de contre-enquête, pas de stratégie démonstrative, juste des requêtes procédurales, des rappels techniques, des contestations ponctuelles sur la recevabilité des éléments. Leur force, faire sentir au jury que le gouvernement n'avait rien entre les mains, qu'il ne servait à rien de contre-attaquer puisque l'attaque s'effondrait d'elle-même. Cette passivité assumée avait valeur de démonstration, non pas un triomphe moral mais une victoire tactique. La défense a simplement mis en lumière, sans hausser le ton, l'extrême fragilité du dossier. Pas besoin de convaincre, il suffisait de laisser l'autre camp se vider de sa substance jusqu'au verdict inévitable. Et pendant ce temps, d'autres noms, d'autres faits, d'autres angles d'enquête sont restés soigneusement à l'écart. Comme s'il existait en coulisses un cadre invisible délimitant strictement ce que le procès avait le droit d'exposer, des limites posées dès le départ, des silences qui, à force d'être répétés, finissent par faire plus de bruit que les paroles. Certains observateurs n'y voient pas simplement un échec judiciaire, mais une mise en scène maîtrisée. Un procès dont les contours auraient été dessinés à l'avance pour canaliser l'attention du public tout en évitant l'explosion. Une opération de contrôle où l'on autorise quelques révélations, mais jamais les plus compromettantes. Des noms ont circulé, mais toujours en dehors des murs du tribunal, celui d'une femme notamment, figure discrète de l'entourage de Didi, présente depuis des années à ses côtés. Elle aurait géré ses déplacements, ses affaires, et selon plusieurs sources, elle aurait joué un rôle central dans l'organisation de ses soirées privées. Pourtant, elle n'a jamais été citée à la barre, pas une seule question. Pas une mention. Son absence, comme celle d'autres personnalités bien connues du milieu, en dit long sur les limites tacites imposées à cette procédure. Pourquoi ces angles morts? Pourquoi tant de précautions? Pourquoi ce refus d'ouvrir certaines portes? Peut-être parce que derrière l'affaire Didi se cache autre chose. Un tissu de relations, d'influence, de silence échangé contre la stabilité. Plusieurs commentateurs ont évoqué, sans pouvoir le prouver, l'existence de vidéos compromettantes, des scènes captées dans des résidences privées, des archives sensibles, utilisées comme armes de chantage. Si ces éléments existent vraiment, leur pouvoir dépasse de loin le simple cadre de ce procès. À ce stade, difficile de ne pas penser à d'autres affaires. Celle de Jeffrey Epstein, par exemple, même dynamique. Des accusations graves, des noms qui circulent, des liens avec les puissants, mais un procès qui ne va jamais au bout, une justice prudente, des dossiers classés, des témoins oubliés, des connexions tues, un schéma bien rodé où l'on sacrifie quelques figures visibles pour éviter que l'ensemble ne s'écroule, car le procès de Didi ne peut pas être analysé uniquement à travers sa propre logique. Il s'inscrit dans une série plus large, un enchaînement de cas où les célébrités les plus influentes semblent protégées par un système trop frileux. Pour s'y attaquer frontalement, la justice recule, les preuves disparaissent et le monde continue de tourner. Le spectacle est sauf, les puissants restent debout et pendant ce temps, les victimes, elles, disparaissent. Leurs récits se perdent dans le tumulte médiatique. Leur douleur devient un simple fait divers, remplacé aussitôt par la prochaine polémique. Elles sont les grandes absentes du verdict. Elles ont porté l'affaire, mais ce n'est pas pour elles que la justice a parlé. Le verdict final a laissé un goût amer. Officiellement, la justice a suivi son cours. Officiellement, un jury indépendant a statué. Mais pour beaucoup, ce n'est pas une conclusion, c'est un abandon. Derrière cette décision, c'est tout un système qui confirme une fois encore son incapacité ou son absence de volonté à tenir tête à ceux qui ont de l'argent, de l'influence et des connexions bien placées. Didi ne sera pas condamné pour les accusations les plus graves. Il échappe à la prison à vie, il échappe à la stigmatisation d'un verdict RICO, et même s'il reste formellement coupable de 2 délits liés à la prostitution, personne ne croit vraiment qu'il purgera une peine significative. Trop riche, trop célèbre,
trop bien entouré. Ce déséquilibre saute aux yeux. Un citoyen lambda accusé des mêmes faits aurait probablement été incarcéré dès les premières plaintes. Il aurait attendu son procès depuis une cellule, sans conférence de presse, sans armée d'avocats de renom, sans influence médiatique pour façonner l'opinion. Mais là, la machine judiciaire, habituellement implacable avec les plus vulnérables, s'est soudain montrée hésitante, timide, presque complaisante. Il ne s'agit donc plus seulement d'un homme jugé, il s'agit d'un système à deux vitesses dans lequel la célébrité agit comme un rempart, un système où l'image publique vaut parfois plus que les faits, où le pouvoir protège mieux que la vérité. Et ce constat, bien plus qu'un scandale judiciaire, est un signal d'alarme pour la société tout entière. Car ce procès n'est pas un simple épisode isolé, il met en lumière un phénomène bien plus large, la façon dont la société continue de protéger ceux qui brillent, même lorsque leurs ombres sont épaisses. On pardonne, on excuse, on oublie, à condition qu'ils soient riches, beaux, influents. Pendant ce temps, d'autres, brisés par des accusations parfois bien moindres, voient leur vie détruite sans la moindre chance de reconstruction. Ce n'est plus seulement une question de culpabilité ou d'innocence, c'est une question de privilège, de ce que certains peuvent faire ou faire disparaître, simplement parce qu'ils ont les moyens d'influencer le cours des choses. Et ce verdict, loin de refermer un chapitre, ouvre des interrogations beaucoup plus profondes sur ce que nous acceptons et sur ce que nous cautionnons parfois par notre silence. Au milieu de cette désillusion, une certitude demeure. Il ne faut pas détourner les yeux, ne pas se résigner, ne pas céder à cette fatigue morale qui transforme l'indignation en simple rumeur. Car ce n'est pas parce qu'un homme est célèbre qu'il doit échapper au jugement. Ce n'est pas parce qu'il a construit une image publique solide qu'il doit être exonéré de toute responsabilité. Ce verdict devait marquer un tournant. Il devait être le point d'orgue d'années de rumeurs, de douleurs tues, de traumatismes enfouis. Il devait être l'instant où la justice aurait enfin osé affronter les puissants sans trembler. Mais au lieu de cela, c'est le silence qui a triomphé. Un silence lourd, organisé, presque institutionnel. Pour les victimes, c'est une nouvelle blessure. Un rappel brutal que les institutions censées les protéger peuvent aussi les abandonner. Que le combat pour être entendu est long, douloureux et parfois inutile. Et pour ceux qui regardent de loin, qui doutent, qui s'interrogent, il reste une responsabilité, celle de ne pas oublier, car même lorsque les tribunaux se taisent, les faits, eux, subsistent. Même lorsque les accusés sont blanchis, les victimes, elles, continuent de porter leurs cicatrices. Et même lorsque le système échoue, il reste la conscience collective, une mémoire qu'il nous revient d'entretenir contre l'effacement, contre l'indifférence, contre le spectacle qui avale tout. Ce procès est terminé, mais les questions, elles, ne font que commencer.